Bonsoir chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Nous sommes heureux de vous retrouver. L'actualité du jour, c'est l'onde de choc causée par la décision historique et liberticide de la Cour suprême des États-Unis vendredi dernier, donc l'abrogation du droit constitutionnel à l'avortement. Il revient désormais aux États de légiférer sur l'IVG. Deux Amériques se déchirent autour de la notion de vie et vie privée, à l'image de la fracture politique du pays. La Cour suprême des États-Unis a retiré au peuple américain un droit constitutionnel. C'est un triste jour pour la Cour et pour le pays. C'est une victoire pour la vie. Cette percée est la réponse aux prières de millions et millions de personnes. La droite religieuse conservatrice qui domine le Parti républicain et la Cour suprême menace-t-elle la démocratie américaine? On en débattra ce soir avant de retrouver Alix Van P et Xavier Mauduit à la fin de l'émission. Bonsoir Elisabeth. Quel est votre programme? Les géants français de l'énergie nous demandent dans une tribune de réduire notre consommation d'énergie. Des petits gestes de tous les jours. Eh bien, l'occasion de leur rappeler, de nous rappeler aussi ces vieilles campagnes gouvernementales. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vous avez dévoilé, vous avez spoilé pour les plus jeunes. Et vous, Alix, vous êtes allée à l'Assemblée? Exactement, ce soir je vous parle d'un prénom très répandu en France depuis les années 90 et pourtant très rare dans la sphère politique, Kevin. Il y a deux nouveaux députés qui s'appellent Kevin, je vous raconte ça tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour commencer ce soir, nous recevons un homme qui connaît la dimension miraculeuse, réconfortante d'une assiette de miam-miam, élaborée avec amour et offerte à celui qui a faim. Le chef cuisinier Harouna Sow, cet ancien bénéficiaire de l'aide alimentaire en France, cuisine pour les réfugiés et vient d'ouvrir son restaurant. Il fait de l'afrofusion. Voilà le programme, c'est dans 28 minutes et c'est maintenant. Bonsoir Harouna Sow. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, vous? Bon, très bien, on est ravis de vous voir. Je vous présente Nadia Dame. Bonjour, bienvenue. Bonsoir, chère Nadia. Et Claude Askolovitch, qui a faim, comme tout le temps. Bonsoir, cher Claude. Des choses plus élaborées. Il a faim. Comment est-ce qu'on vous présente? Vous préférez dire que vous êtes chef, cuisinier? Comment vous vous définissez par rapport à votre activité de cœur? Actuellement, on peut me dire cuisinier. Parce que je sais que je suis en cuisine du matin au soir et du soir au matin. Le chef, c'est pour les personnes qui gèrent l'administratif. Je préfère me définir, comme dit Pierre Gagnère, cuisinier. Comme dit Pierre Gagnère, ouais. Très bien. Eh bien donc, le portrait du cuisinier que vous êtes devenu en arrivant en France, et puis on en reparle, on va reparler aussi des ingrédients mystérieux qui sont devant vous. Votre portrait d'abord, réalisé par Olivier Boucreux. Africain, cuisine et réfugié, c'est la règle de 3 de Harouna Sow. Né en Mauritanie en 1990, le petit Harouna a dû rapidement s'exiler avec sa famille au Sénégal à cause de conflits ethniques. Ce sera ensuite le Mali jusqu'à ses 16 ans. Là-bas, il suit l'école coranique et élève un troupeau de 20 vaches. Lorsqu'il retourne en Mauritanie dans les années 2000 pour s'y faire recenser, Harouna Sow peine à retrouver les actes de naissance de sa famille et se retrouve sans papier, apatride. Il vient rejoindre ses parents exilés et chercher protection en Europe en 2012. La France l'accueille et lui offre un avenir. À Paris, lui qui a grandi en pleine nature veut se former à l'agroécologie, mais son premier stage se fait en cuisine. D'où il vient, ce n'est pas la place des hommes, ce sera pourtant une révélation. Il passe son CAP à 25 ans et fait son apprentissage au Pullman Tour Eiffel, où il rencontre un chef incroyable, dit-il, Alain Losbar. Il m'a donné la chance de m'exprimer. Il m'a pris dans ses bras parce qu'il y avait le barrière de la langue. Il m'a expliqué tout le monde à sa place dans la cuisine. La cuisine, tu peux construire ta vie. Il intègre ensuite les cuisines du Royal Monceau et la révélation se mue en passion. Il a aujourd'hui son propre restaurant, Wallo, dans le quartier du Sentier à Paris. Sa mission, prouver que la cuisine ouest-africaine existe bel et bien et la faire dialoguer avec la cuisine française. Parce qu'il a lui-même obtenu le statut de réfugié et bénéficié de l'aide alimentaire, Harouna Sow estime devoir renvoyer l'ascenseur. Personnellement, je me sens redevable parce que je sais qu'ils m'ont beaucoup accompagné au niveau d'apprentissage sur le français. Et c'est mon intégration et aussi ils m'ont donné un toit. Pendant la crise du Covid, il prend les rênes de la résidence, le restaurant d'insertion du Refugee Food Festival, initiative citoyenne visant à mettre en avant le talent des réfugiés. Il y est également chef formateur et veut mettre ses compétences au service des autres. Les autres, ce sont aussi les réfugiés ukrainiens qu'il a soutenus à sa façon grâce à de l'aide alimentaire. Pour convaincre sa famille qu'il avait fait le bon choix, Harouna Sow leur a expliqué qu'être chef n'était pas une histoire d'homme ou de femme, mais une affaire d'engagement. Qu'est-ce qui vous a rendu si généreux?
C'est votre mère, votre éducation ou la succession de transformations, de lieux que vous avez vécus? Non, je pense que c'est le parcours qui m'a rendu si généreux, si je peux me permettre de dire ça. Parce que pendant mon enfance, j'ai toujours vécu avec des gens que je ne connais pas. Ce n'était pas de ma famille, c'est l'école coranique. Donc, du coup, l'école coranique, c'est le midi, c'est d'aller taper les portes des personnes, de demander de manger. Ils ne nous ont jamais refusé de nous donner, de nous accueillir. C'est demander des chaussures. Est-ce que vous pouvez me donner un pantalon, une chemise? Est-ce que vous pouvez me donner 200 francs? Je vais appeler ma mère, sachant que pour nous, c'était tellement difficile. Je portais le nom de Sow, tout le monde connaît ma famille. C'est des marabouts bienveillants, mais quand on est talibé, on oublie son père, sa mère, on oublie tout. Tu es talibé, tu es comme tout le monde. Et quand je suis arrivé en France, j'ai retrouvé pareil dans cette situation-là, parce que j'étais accueilli par des jeunes... Mais vous ne parliez pas français quand vous êtes arrivé en France? Vous parliez pas français? Après, j'ai vécu pas mal dans des pays francophones. Oui. Donc, du coup, on avait quelques notions de français. Mais je sais que j'ai beaucoup de choses encore à améliorer. Et ça sent ça. Je comprends très bien. Ouais, et du coup, j'ai fait pas mal de cours de français, surtout le week-end et le soir. Oui. Et ce qui m'a permis encore d'aller plus loin sur le français. Je ne vivais pas avec ma communauté, ma famille, je vivais avec des jeunes étudiants. Donc, eux, ils ne parlaient pas le peul. Et je me débrouillais avec mon français. Vous vous souvenez du premier goût, du premier aliment qui vous a illuminé en cuisine en France? Alors, au début, c'était très, très compliqué. Je n'ai jamais cuisiné, mais par contre, j'avais une super bonne palette parce que je mangeais la cuisine... De tous les voisins. Et quand je suis arrivé, le premier contexte, d'abord, c'était d'acheter un sandwich dans les gares. C'était pas le meilleur. Un sandwich dans les gares, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, Et souvent, c'est d'aller taper la porte du centre israélite dans le 12e, dans le 18e arrondissement, juste à côté où ils vous nourrissaient. Voilà, juste à côté de Montmartre. Et c'était tout pas en haut de la rue Lamarck, chez moi. C'est fou, ça. Le monde est super petit. Et là, ils vous accueillaient. Et là, c'était pas de la bonne bouffe. Et j'avais beaucoup de mal à manger. Et c'est pour ça que vous avez décidé de cuisiner, en quelque sorte. Non, Harouna Sow, pardon, je vous coupe pas, mais il y a ces éléments qui doivent intriguer les gens qui nous regardent depuis tout à l'heure devant vous. De gauche à droite, qu'y a-t-il? Que sont ces petites choses vertes? Alors, ces petites choses vertes, en fait, moi, vu que je suis un éleveur de bétail, donc je me vois très mal tout le temps de cuisiner de la viande. Et ce n'est pas la cuisine d'aujourd'hui et ça ne sera pas la cuisine de demain aussi. Non. Et sachant que moi, je vis dans des pays où on regorge plein d'aliments, où il y a des superbes, comme on dit en cuisine, c'est les Français qui ont le monopole. Donc ils voyagent partout dans le monde pour chercher les meilleurs produits, mais jamais ils viennent dans les pays francophones, le Sénégal, le Mali, sachant qu'on a le moringa qui est juste à côté. Le moringa, c'est ça. Voilà. Et le moringa qu'on utilise dans une pâtisserie ou dans des vinaigrettes, à chaque fois, les gens, quand je leur dis moringa, tout de suite, ils me disent c'est un truc médecine. J'ai dit non, moi, je ne suis pas médecin, il faut aller voir les médecins. Médecin de l'âme, un peu, médecin de l'âme. Moi, je l'utilise... Et au milieu, hibiscus. Au milieu, c'est l'hibiscus CC, c'est la boisson phare qu'on peut retrouver notamment au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, en Gambie, dans les lycées, dans les écoles, partout. Et ce qui me pousse beaucoup à utiliser l'hibiscus, ça sent que moi j'ai vécu des pays où les gens ils meurent de faim. Oui. Et à côté, il y a plein d'herbes qu'ils peuvent manger. Et par exemple, on consomme tous les jours du bissap, mais après le bissap, on le jette à la poubelle. Et j'ai pris au moins 6 mois. Et comment réutiliser le bissap sans le jeter à la poubelle. C'est pour cela, dans mon resto que j'ai ouvert, Wallo, on utilise beaucoup le bissap pour montrer qu'il y a une possibilité de lui donner une seconde vie. Et ça, c'est Gombo, c'est ça? Mais Claude veut vous poser une question, Harouna. Vous avez été formé dans le sein des saints de la grande cuisine française, qui fait partie de notre identité. Parce que la France, monsieur, c'était sa bouffe, et vous êtes en train de la subvertir. Est-ce que vous avez été tenté de suivre la voie royale du terroir de nos plats roboratifs, ou vous aviez envie d'être chez vous et nous faire manger comme chez vous? Non, je pense que je suis venu en France avec une valise culturelle, même si je ne cuisinais pas chez moi, mais j'avais les saveurs ouest-africaines dans les valises. Et du coup, vu que je suis formé en France, avec des chefs français, même si quand même je viens de la Mauritanie ou du Mali, en fait, c'est mes produits. Mais par contre, je n'oublie pas que c'est les Français qui m'ont formé. J'étais formé dans les grandes places parisiennes, des restos parisiens. Donc, il faut quand même si je fais un bœuf bourguignon, je suis un fervent défenseur
de la bonne cuisine du territoire. Je peux manger le bœuf bourguignon les yeux fermés chez vous? Bien sûr, avec du lard, même si je ne mange pas du jambon. Harouna Sow, on va évoquer avec Nadia et avec vous évidemment une problématique qui touche la restauration, le tourisme, mais plutôt la restauration, enfin, ou plutôt aussi la restauration, le manque de bras, c'est ça, le manque de gens pour travailler. Une pénurie de main-d'œuvre, effectivement. Ce sont pas moins de 300 000 offres d'emploi donc dans la restauration qui sont pas pourvues, non pourvues à ce jour. Il y a des établissements qui sont même menacés de fermeture à cause de ça. On sait pourquoi, c'est parce que ce sont des métiers, que ce soit en salle ou en cuisine, qui sont très difficiles, qui ne sont pas toujours très bien payés. Il y a des gens du milieu de la restauration qui ont une solution pour résoudre ça. Ils disent qu'il faudrait tout simplement régulariser les sans-papiers qui vivent aujourd'hui en France, qui ont des compétences ou non. Dans ce cas, il faudrait les former. Et c'est ce que l'Espagne va faire. Elle va régulariser les immigrés qui veulent travailler dans les restaurants. Est-ce que la France devrait faire ça ? Faire ça, c'est une super bonne chose, parce que moi, je ne vais pas fermer la porte aux autres personnes. Mais est-ce que c'est ça qui pousse les gens à sortir de la restauration? Non, c'est les conditions de travail et c'est l'environnement. Si on veut accueillir du nouveau monde, il faut qu'on arrive à se poser autour de la table, de dire pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi les jeunes ils se désengagent, pourquoi il y a autant de chômage, sachant qu'il y a des entreprises qui galèrent à trouver du monde. Et le problème, c'est ça en fait. Le problème, c'est nous aussi, on a envie d'avoir des week-ends comme tout le monde. Nous aussi, on a envie de partir à Noël. Nous aussi, on a envie de faire 8 heures de travail, 9 heures de travail. Mais dans la restauration, dans certaines restaurations, c'est impossible. Et maintenant, ça commence à changer, tant mieux. Vous luttez contre le gâchis alimentaire, vous cuisinez pour les réfugiés ukrainiens et puis des réfugiés de toute nationalité. Et au milieu de toutes vos activités, vous avez ouvert votre restaurant. Il s'appelle Wallo. Je crois que c'est le nom d'un des royaumes de l'ancien empire Wolof, c'est ça. Il est à Paris. On ne va pas faire de publicité. Les gens iront parce qu'il y a une rumeur incroyablement aimante, généreuse et favorable. Voilà, il est à Paris, dans le Sentier, je crois. Et là-bas, on peut manger du gombo, de l'hibiscus, de la patate douce, crue ou cuite. Voilà. Les deux. Les deux. Voilà, l'afrofusion en quelque sorte. Parce que patate douce, c'est un aliment qu'on a beaucoup chez nous, qu'on nous reproche souvent, parce que ça sent que pendant mon apprentissage, j'ai dit à des chefs qu'on mangeait de la patate douce crue chez nous, ils ne m'avaient pas cru. Ils poussaient des cris. Parce qu'ils me disaient patate douce, c'est de la pomme de terre, on ne mange pas crue. J'ai dit que moi, je suis grandi avec, en fait. On mangeait ça quand on allait à Wallo, quand on allait dans les margots, on mangeait de la patate douce crue. Eh bien, on ira. Merci Harouna Sow d'être venu avec ces vivres magnifiques sur le plateau de 28 minutes. Merci encore et on passe à notre débat sur les conséquences de la décision historique de la Cour suprême américaine qui a donc abrogé vendredi le droit constitutionnel à l'avortement. La Cour suprême est-elle au-dessus du gouvernement et du Parlement américain? L'absolutisme de la droite évangélique menace-t-il la démocratie américaine? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Depuis vendredi, deux Amériques s'affrontent. D'un côté, une Amérique horrifiée par la décision de la Cour suprême de révoquer un arrêt qui, depuis 1973, garantissait aux Américaines le droit d'avorter. J'ai 23 ans et depuis que je suis née, les femmes ont le droit d'avorter. J'aurais jamais pensé voir un jour ce retour en arrière. De l'autre côté, une Amérique qui se réjouit, à l'image de ce pasteur texan très reconnaissant envers Donald Trump. En 2016, les chrétiens évangéliques se sont unis aux catholiques conservateurs et ils ont élu le président Trump qui a tenu sa promesse en nommant 3 juges conservateurs pro-vie à la Cour suprême. Donald Trump n'a pas tardé à réagir alors que l'avortement risque de devenir illégal dans près de la moitié du pays. C'est surtout une victoire pour la vie. Une erreur tragique, dénonce le président Biden, qui s'inquiète. C'est la réalisation d'une idéologie extrémiste. J'appelle tout le monde à maintenir toutes les protestations pacifiques. Pacifiques. Un an et demi après l'assaut du Capitole, l'Amérique peut-elle de nouveau basculer dans la violence? Elle semble en tout cas plus divisée que jamais, alors que la Cour suprême a également assoupli la réglementation sur le port des armes à feu. Les armes, c'est l'autre ligne de fracture entre Américains sur fond de fusillade meurtrière. Des enfants sont tués. Les armes tuent pas les gens, ce sont les gens qui tuent. Les armes n'appuient pas sur leur propre gâchette.
Alors, ces fractures américaines risquent-elles de s'accentuer? Jusqu'où l'affrontement peut-il aller? Plus de religion, moins de démocratie? La société américaine est-elle au bord de l'implosion? On va voir ce qu'en pensent nos trois invités. Rana Lévy, bonsoir. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS. Votre livre, Le chaos, votre dernier essai, Le chaos de la démocratie américaine, ce que révèle l'émeute du Capitole, est paru chez Gallimard, selon vous, en janvier. Selon vous, les États-Unis sont déjà dans une guerre civile d'ordre culturel, idéologique et politique. La décision de la Cour suprême, de vendredi dernier donc, ne fait qu'envenimer les choses. À côté de vous, Laurence Nardon, bonsoir. Vous êtes chercheuse, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI. On peut suivre l'actualité politique américaine sur votre podcast New Deal en partenariat donc avec Slate.fr et l'IFRI. Et selon vous, on assiste à un rouleau compresseur réactionnaire qui ne connaît aucune limite, mais la fracturation de la société américaine est un long processus qui date de la fin des années 70, bien avant l'arrivée de Donald Trump ou l'élection de Donald Trump. Tamara Boussac, bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste de la vie politique des États-Unis, maîtresse de conférences à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Selon vous, la démocratie américaine n'est pas au bord de l'implosion car les institutions ont survécu à de nombreuses crises, mais cette démocratie va sortir durablement changée, ou peut-être même pour toujours, après cette décision prise par la Cour suprême sur l'IVG et peut-être aussi sur le port d'armes. On y reviendra évidemment au cours du débat. Et on démarre avec le chiffre du jour pour comprendre ce qui se passe avec les États américains auxquels revient maintenant la possibilité de légiférer sur l'IVG. Combien sont-ils ? Bien écoutez, c'est un chiffre du jour qui dit la fracture de la société américaine ou de l'État américain. 26 États, notre chiffre du jour, sur 50 États qui devraient profiter de l'arrêt de la Cour suprême pour légiférer contre l'avortement ou pour restreindre l'avortement. Question pour vous, Laurence Nardon, ça montre un pays divisé pratiquement à 50-50, en deux parts égales, sur cette question de l'IVG, mais pas seulement. Oui, alors sur l'IVG, il faut effectivement bien noter que ce n'est pas une interdiction fédérale qui a été décidée par la Cour. Aux États. Exactement, et donc ça laisse les États décider avec la moitié qui vont interdire l'avortement, un peu comme dans La lettre écarlate, La servante écarlate. Qui est un livre et une série, une dystopie. Voilà, pardon. Et les autres États progressifs conservent pour l'instant le droit à l'avortement. Ils vont peut-être même l'élargir pour accueillir les femmes qui n'en auront plus dans leurs propres États. Mais vous avez raison de parler de fracture parce qu'on a aujourd'hui aux États-Unis une droite réactionnaire, la droite chrétienne qui tient la Cour suprême, on l'a vu. Et puis aussi de l'autre côté, il faut dire qu'il y a une frange très progressiste, peut-être même ultra-progressiste, qui tient l'université, qui tient les campus et qui professe là aussi des opinions extrêmes. Alors ils n'ont pas de pouvoir parce qu'ils ne tiennent pas la Cour suprême, eux, ça c'est sûr, mais on les entend dans les journaux. Rana Lévy, vous parlez d'une démocratie américaine qui est en état de pré-guerre civile. C'est-à-dire que ce sont deux camps politiques face à face, illustrés par ce chiffre de 26 États d'un côté, 24 de l'autre, mais qui n'ont plus rien en commun ? Qui n'ont plus rien en commun et qui ont même l'impression de vivre dans un pays différent. Aux États-Unis aujourd'hui, la fracture est telle que même au Congrès, même au plan politique, le dialogue est quasiment inexistant entre les deux partis. Le bipartisme, qui était la marque de fabrique de la démocratie américaine, est mort depuis quelque temps. C'est-à-dire qu'un président, pour faire passer ses lois, essayait d'avoir des voix du camp d'en face. Il y a toujours des négociations au sein du Congrès entre démocrates et républicains sur certaines lois sur lesquelles ils sont d'accord et qu'ils arrivent à promouvoir ensemble. Mais ce dialogue est fini. Les partis ne se parlent pas. Ils sont dans une logique conflictuelle qui les éloigne et les pousse aux extrêmes. Et ils sont tributaires de plus en plus de leurs électeurs qui, eux, ne se voient plus des deux côtés de la barrière politique. Tamara Boussac, vous pouvez nous en dire plus sur le poids de cette droite chrétienne blanche ou droite évangélique qui semble à l'œuvre depuis peut-être même plus longtemps qu'on ne le pense ou qu'on ne l'avait imaginé depuis des décennies et qui manipulerait ou qui aurait vraiment rendu le Parti républicain très absolutiste et qui manipulerait la Cour suprême ?
Oui, en fait, il faut savoir que jusque dans les années 70, l'opposition à l'avortement était surtout portée par une forme de minorité catholique, notamment. Et c'est vraiment l'irruption de la droite chrétienne, de la droite évangélique dans le débat, dans la vie politique américaine au cours des années 70, qui a vraiment refaçonné le Parti républicain à ses couleurs, et notamment sur la question de l'avortement, qui est devenu un enjeu très important à partir de la fin des années 70. Et justement, avec un militantisme, un activisme qui a vraiment porté sur les questions juridiques. Et c'est pas un hasard si Donald Trump a fait le choix de nommer 3 juges qui avaient publiquement dit qu'ils étaient hostiles à l'avortement quand il en a eu l'occasion pendant son mandat, alors même que pendant le processus de confirmation de ces 3 juges de la Cour suprême devant le Sénat, ils ont dit on ne touchera pas à l'arrêt Roe versus Wade. Absolument, en vertu aussi non seulement de la neutralité, mais aussi en vertu du principe de stabilité qui est inhérent au fonctionnement de la Cour suprême et de sa légitimité aussi. Donc que jusque-là, pardonnez-moi, la Cour suprême, pour que les gens comprennent bien, la Cour suprême répugnait à revenir sur des lois, sur des jurisprudences établies. C'est très rare qu'on revienne sur une loi qui était en place depuis 50 ans. Le revirement de jurisprudence est effectivement assez rare. Ça arrive, bien sûr. Alors, il y a des exemples qui viennent en tête sur les questions d'égalité raciale, notamment sur la constitutionnalité de la ségrégation raciale aux États-Unis. À la fin du XIXe siècle, la Cour suprême avait jugé que la ségrégation était constitutionnelle. En 1954, elle revient sur cette jurisprudence pour interdire, pour changer anticonstitutionnelle la ségrégation raciale. Là, effectivement, c'était dans une perspective de faire avancer les droits. Là, ce qui est bien évidemment tragique, c'est qu'on assiste à un recul démocratique et un recul des droits individuels. Alors, on va écouter une sénatrice démocrate qui s'insurge. Elizabeth Warren, sénatrice donc démocrate, qui aurait pu être présidente des États-Unis peut-être, ou en tout cas candidate pour le Parti démocrate. Elle vient de l'aile gauche. Écoutez-la parler de la Cour suprême. Entendez son regard sur cette institution. Cette Cour suprême a perdu toute sa légitimité. Ils ont mis le feu à l'arrêt Roe contre Wade sur l'IVG et ont pris ce qui lui restait de légitimité. Je pense que nous devons redonner de la confiance à cette Cour et que nous avons besoin de plus de juges à la Cour suprême des États-Unis. Laurence Nardon, est-ce que ce discours est un discours radical extrême à gauche, ou est-ce que beaucoup d'Américains qui sont majoritairement favorables à l'IVG peuvent entendre que la Cour suprême est allée au-delà de la volonté du peuple? Entre 60 et 70% des Américains seraient favorables selon les sondages. Oui, le Pew Research Center dit 60% d'Américains favorables au maintien de Roe versus Wade. Alors évidemment, chez les démocrates, c'est 80%, et chez les républicains, on est à 40%, donc c'est beaucoup moins. Sur l'illégitimité dont parle Mme Warren. Et alors, j'allais vous donner juste un autre chiffre. Vous m'invitez à le faire. 25% des Américains seulement ont confiance aujourd'hui dans la Cour suprême. C'est-à-dire que cette institution, c'est l'une des dernières à perdre sa légitimité derrière le Congrès, derrière presque aussi les médias, j'ajoute. Donc, effectivement, il y a une grande majorité d'Américains qui ne font plus tellement confiance à cette Cour parce qu'ils voient qu'elle est devenue très politisée. C'était déjà le cas dans les années 30. Il y a eu, pendant le New Deal, sous Roosevelt, quand il y a un mouvement progressiste aux États-Unis. Exactement. Et donc... c'est assez grave, effectivement, pour l'équilibre des institutions et la confiance des citoyens dans leurs institutions aux États-Unis. Rana Levy, ce qui s'est joué, c'est l'annonce par Donald Trump qui nommerait des juges conservateurs pour aller contre l'avortement. C'est que le crime, je mets les guillemets, politique était signé. Est-ce que c'est ça qui décrédibilise la Cour suprême aux yeux d'une partie des Américains? On est à la fin d'un processus qui commence d'un vice originel de la démocratie américaine. Et le vice originel, c'est que quand on décide des questions comme l'avortement, qui concernent toute la nation... Comme le port d'armes aussi Le port d'armes ou le mariage homosexuel, ce sont des questions qui concernent le souverain, parce qu'ils concernent l'intégralité de la nation. Ces questions-là doivent être décidées par le souverain, c'est-à-dire par la représentation. Comme ça s'est passé en France d'ailleurs pour l'IVG. Comme ça s'est passé en France pour l'IVG. Législateur. Par la Chambre des représentants et le Sénat. Et le Sénat. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, la polarisation est devenue telle que le Congrès n'ose même pas et n'a pas les moyens de régler des questions qui relèvent de sa compétence. Et il confie de plus en plus à la Cour suprême le soin de régler des questions qui ne relèvent pas forcément de l'autorité de la Cour suprême. Et la Cour suprême, en ce moment, depuis quelques années, prononce des arrêts sans même les motiver.
Et Tamara Boussac, il y a des craintes quant à d'autres droits sur lesquels pourraient revenir notamment Samuel Alito et Clarence Thomas, enfin qui l'ont déjà plus ou moins signifié, contraception, recriminalisation de l'homosexualité, mariage homosexuel, que sais-je. Oui, absolument. Alors tous les juges ne sont pas d'accord sur la forme que ça pourrait prendre. Mais ils sont minoritaires, ceux qui sont... Oui, mais même par exemple, c'est surtout effectivement le juge Thomas que vous citez qui lui est vraiment, commence vraiment à citer d'autres droits qui pourraient être mis en cause, avec toujours l'idée qu'à une époque, la Cour suprême a un peu outrepassé ses compétences et s'est arrogé un pouvoir de garantir certaines libertés fondamentales qui en réalité n'en sont pas et qui n'ont pas de fondement dans la Constitution. Parce que Clarence Thomas pense que ce qui n'était pas mentionné au moment de la création des États-Unis n'a pas à être débattu, n'a pas à être érigé en droit fédéral. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une conception très fondamentaliste de la Constitution. C'est-à-dire, on prend la Constitution on l'interprète en essayant de recréer ce que ces écrivains, ce que ces rédacteurs ont voulu dire à ce moment-là. Voilà. Donc effectivement, c'est un fondamentaliste, c'est un taliban de la Constitution. C'est tout à fait, c'est le mot fondamentalisme effectivement qui est utilisé dans ce contexte, dans cette discussion. Donc effectivement, le fait est que le mariage homosexuel, par exemple, rentre tout à fait dans cette logique. Il y a la question aussi des choses qui se sont déjà produites en réalité. Toute la question du droit de vote, de l'accès des minorités au droit de vote a commencé à être détricoté depuis 2013. Et en réalité, on voit que beaucoup de minorités dans certains États ont énormément de mal à accéder au vote à cause de ça. Alors, on va évoquer, on parle de fracture politique, mais aussi une fracture géographique qui est en cours avec un phénomène que les Américains appellent de Big Sort. Big Sort, oui, effectivement, c'est une forme de ségrégation volontaire et individuelle, c'est-à-dire le fait que les Américains ont de plus en plus tendance à s'établir, à déménager dans des régions qui leur conviennent, qui conviennent à leurs opinions et des lois qui leur conviennent également. Ce phénomène, il avait été étudié donc en 2008 dans ce livre Big Sort, Le Grand Tri en français. Un journaliste, un sociologue, c'est un livre passionnant, controversé mais passionnant. Un journaliste et un sociologue, il décrivait comment les Américains tendent à se regrouper en fonction de leur idéologie, donc sur le territoire, et comment ce processus-là crée des poches d'électeurs qui ont le même profil politique. Il y a un chiffre qui est très parlant, qui suffit à le démontrer. Entre les élections présidentielles de 2004 et celles de 2020, le nombre de comtés ayant voté à plus de 80% pour un même candidat a plus que triplé, donc en 16 ans, en très peu de temps. Et pour donner un autre exemple, un exemple concret et très récent, depuis la pandémie de Covid-19, le Texas est devenu une sorte d'Eldorado pour les conservateurs anti-vaccins et anti-masques. Quand le gouverneur y a interdit l'obligation vaccinale, on a vu fleurir sur Facebook des groupes qui se constituent comme ça, de gens qui se considèrent comme réfugiés dans leur propre pays, des Californiens qui sont partis s'installer au Texas. Un dernier chiffre assez terrifiant, 55% des Américains interrogés dans une étude pensent qu'il est important de vivre dans un endroit où leurs voisins partagent leurs opinions politiques. Laurence Tardon, est-ce qu'on va vers une Amérique à la carte, c'est-à-dire chacun vit de son côté dans sa bulle et ne parle surtout pas à l'autre, ne se confronte pas à l'autre? Oui, parce que tous les sujets de société, l'avortement et l'environnement aussi, c'est un sujet. Tous ces sujets-là, ce sont des affaires Dreyfus potentielles pour les discussions de famille, pour les discussions entre voisins, etc. Et donc les gens en ont marre de ce stress. Du conflit. Ils en ont assez du conflit. Ils en ont assez du conflit. Alors, il y a quand même deux choses que je voudrais dire. C'est que d'une part, je pense qu'il reste quand même beaucoup d'Américains qui sont des gens décents, des gens modérés, qui sont prêts à parler à plein de gens. Mais c'est vrai qu'ils ne croisent pas de gens qui pensent différemment d'eux dans la journée. Et en plus, ils ne sont pas du tout audibles dans les médias aujourd'hui. Il y a un paysage médiatique, je pense aussi aux chaînes d'infos, aux réseaux sociaux, etc., extrêmement violent. Réac contre woke, c'est ce qu'on a tendance à montrer. Pour parler vite, c'est exactement ça. Et du coup, la vision de gens qui seraient tout simplement décents n'est plus du tout audible dans l'opinion publique. C'est ce que voulait incarner Biden. Un démocrate modéré qui avait des amis républicains. C'est fini. Non, c'est pas que c'est fini, c'est que ils sont toujours là, j'en suis sûre, mais on ne les entend pas dans les médias. Ils sont invisibilisés, minorés et assourdis, c'est ça. Et avec quelles conséquences? Et la deuxième chose, c'est que sur le Texas, donc il y a ce grand tri que vous mentionniez, mais néanmoins sur le Texas, c'est l'un des États qui pourrait basculer. Parce que les choses ne sont jamais figées dans le roc pour 10 000 ans. Le Texas voit justement beaucoup de Californiens arriver, qui pour des raisons fiscales, qui sont plutôt des démocrates.
Et on voit aussi dans cet État arriver beaucoup de latinos. D'entreprises dans la tech. C'est l'un des États qui pourrait justement basculer du côté démocrate dans les années à venir. C'est ce que pensent les analystes politiques. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le gouverneur Abbott du Texas est aussi radical en ce moment, parce qu'il a peur de voir son État lui échapper. Rana Lévy, vous évoquiez une guerre civile, mais qui n'a pas encore pris les armes, encore qu'il y a l'affaire du Capitole. Des États-Unis fracturés géographiquement sur une question essentielle, ça existait juste avant la guerre de sécession, c'est déjà arrivé là-bas. Oui, mais aujourd'hui, au phénomène que vous venez de décrire, s'ajoute un accélérateur immense qui est l'existence des réseaux sociaux. Les Américains recréent entre eux des communautés imaginaires. Des bulles, des communautés imaginaires qui s'alimentent, qui s'informent et s'isolent d'autant plus de l'autre par ce moyen. L'idée même de discuter, c'est-à-dire le wokisme, un des problèmes de wokisme, on ne veut pas discuter. C'est-à-dire, on ne veut pas discuter. Le wokisme, c'est le progressisme, la défense des droits des femmes, des minorités. Il y a une sorte de complicité entre le wokisme et le trumpisme, au moins en ceci qu'il refuse la discussion. Il refuse la discussion. La discussion est une sorte de menace. C'est une adversité qu'ils ne veulent pas rencontrer. Comme vous avez dit tout à l'heure, les gens veulent rencontrer des personnes qui leur ressemblent. Vivre dans des bulles cognitives, vous voulez dire, et ne pas subir. Vous êtes d'accord avec cette cognitive et culturelle, ce clivage Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, je suppose qu'il y a des gens qui restent normaux avec 1000 guillemets, c'est-à-dire modérés, qu'on voit pas, mais qu'on ne voit pas. Alors, je ne sais pas s'il est normal, mais en tout cas, il n'est pas invisibilisé. Et c'est même l'incarnation de l'ambiguïté. On va s'intéresser à travers son portrait par Thibault Nolte à Mike Pence, l'ancien vice-président américain sous Donald Trump. Bonjour, docteur. J'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Mike Pence, j'ai vos radios sous les yeux. C'est hard. Vous êtes ancien vice-président de Donald Trump, connu pour avoir été impeccablement transparent, flagorneur et servile durant 4 ans, avant de trouver le jus pour secourir l'Amérique victime d'une tentative de coup d'État, en refusant d'obéir à votre président, lequel vous demandait de ne pas certifier la victoire démocrate le 6 janvier 2021. The presidency belongs to the American people and the American people alone. And frankly, there is no idea more un-American than the notion that any one person could choose the American president. Ainsi, vous êtes devenu le sauveur de la République attaquée, le défenseur de la Constitution face à la sédition, de la vérité face aux tricheurs, de la nation face aux clans. Sauver l'Amérique, c'est sauver le monde, donc je suis le Christ. Lève-toi et marche. Vous vous êtes aussi chauffé la place pour 2024 sans vous faire trop de nœuds à l'âme, puisque Trump incarnait votre cauchemar en matière de mœurs. Lui se gargarisait d'attraper les femmes par la chatte. Vous ne dînez jamais seul avec une autre femme que la vôtre, ni n'assistez sans elle à un pince-fesses alcoolisé. Car vous êtes un bigot alpha, nectar de protestants évangéliques, ancien servant de messe, horrifié par les homosexuels, au point que, gouverneur de l'Indiana, vous aviez légalisé la possibilité de refuser de servir un client LGBT. Ce qui amusait beaucoup Trump, qui répétait « Il faut pas lui en parler, il veut tous les pendre ». Mensonge! Dieu m'est témoin, je pourrais aussi les brûler ou les noyer. La révocation du droit constitutionnel à l'avortement allait vous offrir un autre orgasme moral. My hope is that the Supreme Court will send Roe versus Wade to the ash heap of history. C'est fait. Vos copains crapauds de bénitier ont ainsi crucifié 50 ans de droit des femmes américaines à enfanter dans la lucidité. Mon cher Mike, à votre grand dégoût, Trump ne rechignait pas à besogner une petite actrice porno. Mais c'est vous qui jouissez des outrages les plus vils faits à l'histoire. Merci Thibault Nolte. Claude. Tamara Boussac, est-ce que nous, démocratie française, actuellement bloquée en son Parlement, sommes aussi éloignés du paysage américain que nous croyons l'être ? Je pense que les pratiques parlementaires sont quand même assez différentes. Historiquement, de fait, aux États-Unis, il y avait une tradition on l'évoquait tout à l'heure, de compromis, de réussir à trouver des modérés dans un parti et dans l'autre. Ça devient de plus en plus, de plus en plus compliqué. Et je pense que ce qu'on vient de voir aussi avec Mike Pence est assez intéressant dans le sens où on a pu confondre, quand on parle de l'héritage du Trumpisme, le fait de critiquer Donald Trump et son attitude après l'élection de 2020 et une sorte d'un aspect un peu modéré, de républicanisme modéré. On voit que Pence n'est pas du tout un modéré, et en réalité, cet héritage extrêmement conservateur, il persiste.
Et sur le parallèle avec nous ? Moi, je pense que l'IVG en France, déjà, c'est une loi. Et en plus, on ne peut pas comparer l'influence des catholiques intégristes anti-avortement en France, qui est une influence politique quasi nulle, à celle de la droite chrétienne américaine, qui est donc fondamentaliste, évangélique, avec un petit peu de catholique derrière, et qui a, depuis les années 70, comme vous le disiez, une influence politique énorme dans le pays. Merci à vous trois. Dans un instant, avec Alix Van Pee et Xavier Mauduit, on va évoquer l'appel à la modération de notre consommation d'énergie, qui nous rappelle l'année 1973. Et il sera question aussi de l'arrivée de prénoms inusités à l'Assemblée nationale. Mais d'abord, des intox. Ce soir, le Qatar et la libido au moment de la Coupe du Monde de foot. Ça promet. La Coupe du Monde au Qatar a décidément du mal à faire rêver les foules. Déjà critiquée pour être organisée l'hiver plutôt que l'été dans un pays peu connu pour sa culture footballistique, l'événement a suscité de nombreuses polémiques, que ce soit en raison des milliers de travailleurs immigrés décédés sur ces chantiers ou la crainte que la pratique rigoriste de l'islam qui régit le pays interdise la venue des personnes LGBT ou la distribution d'alcool. À ces craintes est venu s'ajouter un scoop du tabloïd anglais Daily Star, repris par de nombreux médias internationaux. Le Qatar va interdire les relations sexuelles entre personnes non mariées durant la compétition. Les fautifs risquent jusqu'à 7 ans de prison. L'information du Daily Star s'appuie sur une seule source policière anonyme qui lui dit que durant la compétition, le sexe n'est pas à l'ordre du jour à moins que vous ne veniez en tant que mari et femme. Il n'y aura certainement pas d'aventure d'un soir lors de ce tournoi. La police qatari va-t-elle avoir recours à l'arbitrage vidéo pour vérifier ce qu'il se passe sous la couette des supporters ? Contactée par Desintox, une porte-parole de la FIFA dément l'information du tabloïd et assure qu'elle s'engage avec le Qatar à garantir la sécurité et l'accueil chaleureux de tous les participants à la Coupe du Monde de la FIFA. Cela implique de veiller à ce que les activités des forces de l'ordre liées à la Coupe du Monde de la FIFA soient strictement nécessaires et proportionnées. Comme cela a été le cas lors de plusieurs événements internationaux que le Qatar a accueillis, la vie privée des personnes sera respectée. La police n'ira donc pas traquer les amourettes de supporters, ce qui n'enlève rien à certaines des critiques bien fondées. Bien vu des intox, ça promet. Bonsoir, cher Alix. Bonsoir, Xavier. Bonsoir, alors, je démarre avec vous. Tribune, hier, publiée dans le JDD, les dirigeants des 3 premiers groupes français d'énergie Total, EDF et Engie nous demandent de réduire notre consommation d'énergie. Et vous vous êtes souvenu, parce que vous êtes vieux, de 1973 et du choc pétrolier. À mon avis, il y avait 3 ans. Il vagissait quasiment. Voilà. Et vous êtes souvenu, ben oui. Le slogan, on le garde pour la fin. Oui, non, c'est une histoire qui fait partie de notre mémoire. Le 30 novembre 1973, le Premier ministre Pierre Messmer prend la parole à la télévision, une déclaration sur la politique énergétique de la France. Parce qu'un mois plus tôt, les pays arabes producteurs de pétrole ont annoncé une augmentation, mais multiplié par 5 le prix du baril. Alors, à choc pétrolier, le Premier ministre doit rassurer les Français. Non, la France ne va pas manquer d'essence, dit-il. Non, ce n'est pas vrai, il ne va pas y avoir un système de tickets de rationnement. Une rumeur, c'est complètement faux. Non, ce n'est pas vrai non plus qu'il est prévu d'instaurer des systèmes de stock ou des choses absolument abominables autour de l'essence. Les Français vont disposer d'essence, n'en déplaise aux amateurs de catastrophes, dit Pierre Messmer. La situation de la France est bonne comparée aux autres pays européens. C'est un discours classique comparé aux autres pays européens. Et donc, proposition d'une avalanche de solutions. Oui, c'est ça. Déjà, il dit le choix français, il est très net, c'est celui du nucléaire. Mais en attendant que les centrales produisent suffisamment, va falloir faire gaffe. Française, il va falloir économiser de l'énergie. Alors, déjà, prenez les transports en commun, tout simplement. Dans la voiture, vitesse réduite à 80 km/h sur les routes, 120 km/h sur les autoroutes. Ça veut dire d'ailleurs interdiction des rallyes automobiles, etc. Ah bah oui, non, ça va trop vite. Et surtout réduire la consommation d'électricité. L'électricité, alors produite dans des centrales à fioul. Interdiction des publicités lumineuses et de la lumière dans les bureaux la nuit. On va dire c'est bien pour les oiseaux. Oui, non, c'est de bon sens. Ça va loin jusqu'au moindre détail. La télévision,
Fin des programmes à 23h, sauf le samedi. Parce que là, non, faut pas abuser quand même. Voilà, Pierre Messmer en appelle à la sagesse. Et il communique sur les économies d'énergie pour faire de la pédagogie, c'est ça? Ah oui, la communication, elle est exceptionnelle dans ce moment-là. Et elle commence avec une campagne, une iconographie formidable, un dragon dans une cage, l'énergie, j'y pense, je me chauffe à 20 degrés ou alors je fais durer mon plein. Mais en novembre... En écoutant France Inter. Oui, en écoutant France Inter, Claude. Mais en novembre 1974, rupture majeure, est créée une agence des économies de l'énergie qui dépend du ministère de l'Industrie. Vous imaginez la situation de schizophrène d'un ministère qui doit promouvoir d'un côté l'industrialisation et de l'autre freiner dans le même temps. Et c'est là que les Français et les Françaises découvrent. Oui. Mais ce qui est l'absolu de la quintessence de la communication gouvernementale, quelque chose qui est resté dans les mémoires. Attention, accrochons-nous. Vous verrez, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et il est aplati dans l'herbe. Il a la pêche avec son gamin. Non, mais c'est exceptionnel. En fait, on a des idées. Alors, il y a surtout une idée, c'est le tout nucléaire. Un modèle économique qui fait déjà le plein des contestations. Et qui ferait débattre à l'Assemblée. Et qui fera débattre à l'Assemblée nationale, à la nouvelle Assemblée nationale. Alors vous avez remarqué qu'il y avait 22 députés fraîchement élus qui portent des noms encore jamais entendus au sein de l'hémicycle, notamment de Kevin, un prénom très répandu dans les classes populaires, paraît-il, et souvent dénigré. Oui. Exactement. Et donc d'autres prénoms. Parmi les députés aux prénoms inédits, il y a par exemple un Jordan, deux Joris, un avec un I, l'autre avec un Y. Mais ceux dont on parle le plus, évidemment, ce sont les deux députés qui s'appellent Kevin. Kevin Pfeffer, député RN de Moselle, et Kevin Mauvieux, député RN de l'Eure. Donc pour l'Obs, leur arrivée au Palais Bourbon est, je cite, un fait social lourd. Dans une marée de Nicolas, de Sébastien, de députés qui s'appellent François, et bien forcément, ils détonnent et ils illustrent à eux deux quand même des tendances de fond. Alors lesquelles? Eh bien déjà, Kevin est un prénom récent, donc ça illustre bien le fait que rajeunissement de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, selon l'Express, l'âge moyen est de 48 ans, il était de 54 ans il y a 10 ans. Et puis ces deux députés rappellent une autre tendance qui est la mode des prénoms anglo-saxons dans les années 90. Selon le sociologue Baptiste Coulmont, les classes populaires ont de cette manière manifesté leur autonomie culturelle en refusant de reprendre les signes distinctifs du goût bourgeois. Donc, dans les années 90, les bébés s'appellent Cindy, Jessica chez les filles et Kevin chez les hommes. Énormément de Kevin, jusque Brandon aussi, forcément. C'est vrai. Voilà, Kevin, prénom très répandu jusqu'aux années 2000, mais dès les années 90, prénom très moqué. Et donc les deux députés en question ont pris leur revanche, il paraît. Mais oui, parce que les colibés envers les Kevin sont souvent très violents et très condescendants. Je vous donne un exemple. L'année dernière, le site de classement humoristique Topito plaçait Kevin en haut de l'échelle des prénoms, je le cite, les plus connotés, ceux à ne pas donner à vos enfants. Et ensuite, le site décrit les Kevin de la sorte en disant que ce sont des beaufs en herbe. Donc voilà, preuve de mépris social. Et puis, d'ailleurs, plusieurs Kevin ont dit que leur prénom, ils estiment que leur prénom a souvent été un frein dans leur vie. Il y a un autre exemple, l'humoriste Inès Reg qui a fait le buzz avec une vidéo très célèbre. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €, et tu me proposes un McDo à 10 balles? Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Voilà, donc elle fait semblant de s'attaquer à son compagnon qui s'appelle Kevin. Et cette humoriste, Inès Reg, a déjà expliqué à plusieurs reprises qu'elle a hésité vraiment à se mettre en couple avec donc maintenant celui qui partage sa vie, qui est son mari Kevin, en raison de son prénom. Bon, heureusement, ils sont très heureux ensemble, elle a bien fait d'être avec lui. Kevin donc peut être un frein dans la vie amoureuse et puis un frein aussi dans professionnel. À CV égal, visiblement, un Kevin a 10% à 30% de chances en moins d'obtenir un poste qu'un Arthur. Donc les deux députés prénommés Kevin ont réussi à déjouer le déterminisme social. Et Kevin Pfeffer a déclaré qu'il représenterait, je cite, tous les Kevin de France. Il représentera en tout cas les Kevin qui partagent ses opinions politiques. Merci à tous. Dans un instant sur l'antenne d'Arte Chérie, votre soirée cinéma avec Jean Gabin, Marlène Dietrich. Il est maçon, elle casse la baraque, ils sont en couple à la ville et à l'écran. On est en 46, le film s'appelle Martin Roumaniac, un drame amoureux torride et formidable. À demain 20h05, bonne soirée, tchuss.